Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Real, comme vous l'avez vu dans l'intro, dans le titre et dans la miniature. Carlo Ancelotti, est-ce que sa saison trop, est-ce que c'est de sa faute? Générique. Ah oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. On passe rapidement au sommaire. Saison trop, est-ce que c'est de sa faute? Puis on va parler des manques dans l'effectif du Real Madrid, un effectif à renouveler. Et il y a un nouveau coach qui va sûrement arriver. Pardonnez-moi pour le manque de professionnalisme. Quel manque de professionnalisme, c'est honteux. Honteux. Je mets juste toutes les infos devant moi afin d'être le plus sérieux dans mon analyse et le plus pro pour les viewers. Donc ferme-la. Pourquoi on entend une musique alors? C'est un TikTok que madame t'a envoyé? Vas-y, Malik, vas-y. Est-ce que c'est de la faute de Carlo Ancelotti au lieu de raconter tes conneries? Vas-y. Vas-y, t'es déjà en train de m'énerver. On n'a pas fait une minute de vidéo. Alors, Carlo Ancelotti, je pense qu'il a un peu... c'est le scapegoat. Ah, purée, j'ai fait utiliser des mots anglais, excusez-moi. C'est celui qu'on blâme le plus facilement du côté du Real Madrid. Non, Malik. Parce que c'est tout... Malik. Non, là, j'ai mis ma tête. Je te le dis au nom de tout le monde. Arrête de faire le quinri. T'es pas à Londres, en train d'essayer de plaire à des meufs, de faire le mec franglais. Yes, but tu sais, you know. Pas le foot. Voilà. Alors, parlons football. On sait que dans le football, on sait que dans le sport en général, la personne la plus facile à blâmer, quand il y a des mauvais résultats, quand il y a une possible saison blanche pour une équipe, c'est le coach. C'est le coach, on sait tous. C'est pas que dans le football professionnel, c'est même dans le football amateur. Ceux qu'on vire les premiers, c'est pas les joueurs, c'est les coachs. Et donc voilà, la personne la plus facile à blâmer dans ce Real qui est très décevant dans cette année, dans la manière dont on les voit jouer. Quand on voit par rapport à la saison passée où t'as l'impression que dans le vestiaire, enfin, on sait pas en vrai. C'est juste des rumeurs que c'est un peu plus bizarre sur le terrain. Ça donne moins sur ce quart de finale retour contre Arsenal. Vraiment l'un des pires matchs que j'ai vu du Real jouer chez eux à la maison. Parce que j'ai vu le Real Madrid jouer des matchs allés où ils étaient pas dedans, ou au parc ils font rien, où ils ont du mal, où ils sont vraiment pas dangereux. Mais chez eux, à la maison, dans un match retour où ils sont autant menés, proposer aussi peu de situations d'occasion et inquiéter l'adversaire, même si on respecte Arsenal, c'est une très bonne équipe, etc. Même si c'est loin d'être leur meilleure saison, loin d'être le meilleur Arsenal pour Arteta, pour moi. Bah, c'était super décevant et je vais prendre ce gros cas comme l'indicatif du Real Madrid cette saison. C'est que offensivement, c'est que dans le milieu de terrain, bah, t'as l'impression que ça manque de créativité, que c'est que par moment, quand t'as un coup de génie d'une des individualités, qu'il y a réellement une différence qui se fait. Tu vas me dire, ça a peut-être été toujours comme ça au Real Madrid, mais j'ai l'impression qu'il y avait un minimum de structure quand même qui était là, alors que là, c'est un peu plus différent. Mais moi, je dirais que c'est peut-être la saison de trop dans le sens où c'est la fin d'un cycle. Faut bien s'arrêter au bout d'un moment. Le deuxième mandat de Carlo Ancelotti au Real Madrid, est-ce qu'il est pas même mieux que le premier mandat? Même si le premier mandat, voilà, c'était la décima, mais les deux Ligues des Champions qu'il prend, surtout la dernière, c'est l'une des plus impressionnantes pour moi quand on voit que on se dit le Real Madrid n'a plus de neuf. C'était José Lu le pur neuf entre guillemets, mais si c'était Vinicius des fois qui jouait en neuf. Bellingham ok est arrivé, mais voilà, personne s'attendait avant le début de saison vraiment. On se disait qu'ils allaient compétir, mais on se disait pas que ce Real Madrid allait quand même carrément aller chercher une Ligue des Champions. Le fait qu'avec ce Real Madrid là, avec autant de blessés qu'il avait eu aussi la saison passée, parce que c'était pas juste cette saison, aller chercher cette Ligue des Champions et aussi une Liga d'ailleurs. C'était l'un de ses plus beaux accomplissements en tant qu'entraîneur, et au Real Madrid, c'était clairement son meilleur accomplissement sur une saison en tant qu'entraîneur du Real Madrid pour moi. Et pour moi, c'est juste la fin d'un cycle. Je ne blâme pas cette saison que sur lui, parce qu'on va en parler dans le deuxième segment, Ayoub, par rapport à la construction de l'effectif. Et pour moi, c'est juste la fin d'un cycle. Faut applaudir, faut respecter le Carlo. Il a ramené 3 Ligues des Champions dans ce magnifique club qu'est le Real Madrid. Donc respect à lui, grand coach. Dans les discussions pour les côtes, on n'en parle pas assez pour moi, mais il a clairement ses arguments. Ok. Ben ouais, est-ce que, après pour moi, c'est la fin d'un cycle amené par deux facteurs, je vais en reparler, mais tu as bien fait de parler de son mandat en général qui va sûrement prendre fin soit après la saison en Liga, soit après la Coupe du Monde des clubs, ça on le sait pas encore.
Mais il a fait de grandes choses. Il a 2 doublés Ligue des Champions, Liga, en 4 ans. Il va encore te la chercher la saison dernière avec une saison à 95 points en Liga, une Ligue des Champions, bien sûr avec des moments où tu te dis c'est grâce à l'effectif et pas à lui, il y a de la magie là-dedans. Mais le fait d'avoir mis Bellingham en numéro 10, d'avoir mis Vinicius Rodrigo et Vinicius Rodrigo Rosselló en attaque, ça je pense que pas beaucoup s'y attendaient. Donc malgré qu'on critique ses qualités tactiques, oui c'est pas Pep Guardiola, oui c'est pas Klopp, mais il a aussi fait pas mal de choses intéressantes de ce point de vue-là. Mettre Valverde au côté droit, il y a eu des choses intéressantes durant son mandat. Bellingham. Pardon, non, Valverde. Bellingham. Ouais, mais... Non, mais je veux dire, genre, Bellingham, je l'ai dit, mais t'étais en train de mettre ton casque, t'étais en train de te déshabiller, je sais pas ce que tu fais. J'ai dit, mettre Bellingham en 10, voir ce Bellingham-là aussi fort, il y a une grosse part d'importance pour Ancelotti. Quand on voit la confiance qu'a pris Vinicius, l'émancipation de Vinicius, avec, puis après, sans Benzema, la saison énorme qu'il fait l'année passée, faut mettre tout ça au crédit d'Ancelotti, et surtout d'où il venait avant. Il était sur 3 saisons difficiles, une à Naples, 2 à Everton. Il savait même pas qui était son adjoint au moment de signer avec le Real Madrid. Il avait qu'une envie, c'était de revenir à la Casablanca, et les exploits ont été énormes. Maintenant, on est sur une saison, Malik, tu l'as dit, tu as parlé du match contre Arsenal. La saison, elle est catastrophique. Parce qu'au point de vue des trophées, tu vas sûrement partir sans rien. Puisque la Liga, là, t'es à 4 points, il y a un Classico. On verra, tout est possible, hein. Un renversement de situation, on n'est pas à la surprise d'un renversement de situation. Mais le problème, c'est que en Ligue des Champions, tu t'es pris des matchs. En Liga, en Coupe du Roi, en Super Coupe d'Espagne, le Barça t'a traîné, t'es à 3 défaites en Classico sur la saison. C'était pas arrivé sur ce siècle. Ça n'était jamais arrivé que le Barça gagne 3 Classicos dans une saison face au Real Madrid. En plus, en Ligue des Champions, les défaites face à Milan, là, face à Arsenal, j'avais pas vu ça depuis l'Ajax qui t'avait battu chez toi 4-1, le match contre Liverpool, contre l'AC Milan, je l'ai déjà dit, je pense. Bref, il y a eu trop de faits. T'as eu un effectif avec des nouveaux jeunes, Arda Güler, Hendrik, Kylian Mbappé, il y en a beaucoup qui n'ont pas progressé. Donc oui, mais pour moi, tout ça, et je l'ai dit tout au long de la saison, j'ai beaucoup défendu Carlo Ancelotti, malgré que je le critiquais pendant des bonnes saisons. Pour moi, tout ça n'est pas de sa faute. Pour moi, il y a 2 facteurs qui ont mené à cette saison-là. C'est l'arrivée de Kylian Mbappé, qui n'était pas nécessaire, parce que quand tu le voulais avant, Vinicius n'était pas encore le meilleur joueur du monde, ou l'un des meilleurs à gauche, et t'avais besoin d'un numéro 9. Donc l'arrivée d'Mbappé n'était pas nécessaire. Et le deuxième point, c'est les choix de Florentino Pérez. Parce qu'on critique énormément le quatuor offensif, Ancelotti, ses choix tactiques, on dit que c'est pas un grand entraîneur, mais vous pouvez ramener qui vous voulez de la saison prochaine. Si Florentino Pérez continue à mettre une dictature là-dessus, sur les choix même de compo, ça va pas aller mieux. Et moi, je suis supporter parisien, je sais de quoi je parle quand je dis qu'un quatuor qui ne fait pas d'efforts, que ce soit, on parle pas d'avoir un gegenpressing. Là, tu parles de l'effectif, du coup. Ouais, je parle. Dans la partie. Ouais, c'est vrai que je suis dans la partie effectif, mais c'est pour parler de. Bah, tu sais quoi? Super transition. On va parler directement de cet effectif du Real Madrid. Et continue. Composé de stars. Ouais, je vais faire la transition, t'inquiète pas. Composé de stars à tous les postes, au milieu de terrain, en attaque. Avec l'arrivée d'Mbappé, d'Arda Güler et d'Hendrik cette saison, pour moi, l'effectif, il est mal construit. Tu as eu 2 grandes choses dans l'effectif. C'est la perte de Kroos qui n'a pas été remplacée et l'arrivée d'Mbappé qui était pour moi inutile. En tout cas, sans avoir de départ, t'as pas besoin de Kylian Mbappé. Tu as besoin d'un pur neuf. Tu as un entraîneur qui t'a gagné la Ligue des Champions avec Rosselló en pointe. Pardon, encore une fois, tu pouvais venir nous prendre un vrai ailier droit, nous prendre un vrai neuf. Mais Kylian Mbappé, t'en avais pas besoin. Et un quatuor offensif comme ça, parce que pour moi, c'était le point final que je voulais dire dans l'effectif. Mais c'est le pire. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas. On est dans un football moderne, c'est fini les années 80, les années 2000. Quand on regarde toutes les équipes en Europe, dis-moi une équipe, depuis l'année, je sais pas, 2015, alors encore 2015, t'as la M7, mais qui a remporté une Ligue des Champions avec ne serait-ce qu'un trio, voire un quatuor offensif, qui a la même attitude que celle du Real Madrid. Ça veut dire passer de retour défensif,
pas de pressing. Ou au moins avoir un parti pris. Ok, nous on peut pas presser, etc. On va se replier défensivement, on va tenir les lignes. J'ai pas vu le Real Madrid faire ça cette saison. Ou trop peu de fois. C'est ce qui coûte la perte d'une équipe. Quand tu vois Liverpool, quand ils prennent la Ligue des Champions, il y a des joueurs, ils sont pas fantastiques, c'est pas les plus beaux à avoir joué. Quand tu vois leur milieu, Henderson, ou James Milner, ou même des fois Wijnaldum, même si Wijnaldum, moi j'aimais beaucoup, on parle de très très bons joueurs en Europe, mais t'as besoin de joueurs de cette qualité-là. Quand je voyais les replis défensifs de Firmino, de Sadio Mané, même Salah, on disait qu'il fait pas d'efforts. Il en fait plus que Mbappé, Vinicius et Rodrigo cette saison. Quand je vois Chelsea, l'effectif, comment il était construit, c'est fini l'ère où t'as que des stars qui te font gagner des titres. Où t'as 4 joueurs devant, ils vont pas redescendre, mais quand ils vont être devant, ils vont faire le taf. Là, t'as besoin d'un effectif plus que complet. Et en plus, au-delà de ça, t'as des manques à certains postes. Parce que t'as 2 mecs au milieu, je ne cesse de le répéter, mais que ce soit Tchouaméni ou Camavinga, moi, il y a eu un échec dans la progression. Certes, ça reste des joueurs qui sont encore assez jeunes, mais Tchouaméni, on s'attendait à quelque chose de mieux. Même si la saison dernière, il était très très bon côté de Kroos, parce qu'il jouait, il faisait un peu le sale boulot. C'était la sentinelle qui allait au contact, qui récupérait les ballons qui s'occupait des duels. Mais Aurélien Tchouaméni à Monaco, c'était autre chose. Il avait Youssouf Fofana pour faire ça à ses côtés. Il le faisait aussi, mais il apportait quelque chose dans la relance. C'était un vrai box-to-box. Il pouvait venir chercher le ballon assez bas. Il pouvait apporter du danger dans les 30 derniers mètres. Là, je vois plus ça. Peut-être que c'est sa limite pour le très très haut niveau, mais il faudra nous le dire, et alors il faudra 2 maestros à côté de lui, et lui ne s'occupe que de ça. Camavinga, ça va faire 7 ans qu'il est professionnel. À un moment, il a 22 ans, ça marche 2 minutes. Ryan Cherki aussi, il a 22 ans, on l'a critiqué. Et on peut faire le cas pour plein d'autres joueurs. Maintenant, quand tu es au Real Madrid, et que tu souhaites performer, que tu souhaites être titulaire, il faut de la constance dans tes matchs, de la régularité. Moi, j'ai pas un match référence de Camavinga cette saison. Il n'y a pas un match où je me dis Camavinga, voilà, là, il va s'installer au milieu de terrain. Je veux même aller plus loin, je ne sais toujours pas quel est son poste. Maintenant, attention, la saison prochaine, il peut nous faire une top saison, et puisque le talent est présent, hein. Camavinga, c'est un crack, hein. Mais peut-être que la saison prochaine, il va nous faire mentir. Mais moi, j'attends de voir. Défensivement, tu as eu Alaba, Militao, sinistrés. Les mecs, c'était des sinistres vivants. Les mecs, on les a pas vus. Rudiger, il vient nous apprendre que toute la saison, il a joué blessé. Si t'as pas un Raúl Asensio qui est sorti de nulle part, tu serais retrouvé avec qui derrière? Avec Tchouaméni? Avec Tchouaméni et Lucas Vazquez en défense centrale, même Carvajal s'est pété. Nous, on parlait constamment du manque de profondeur d'effectif en défense au Real Madrid, surtout parce qu'encore, défense centrale, t'as eu un peu un manque de chance, on va pas être malhonnête, mais sur les latéraux, tu fais comment? À gauche, Ferland Mendy, c'est 1 saison sur 2. Le mec qui choisit sa saison, il fait 1 saison ses vacances, si on s'amuse, et l'autre saison, les gars, vous inquiétez pas, je serai un monstre. Mais même lui, physiquement, il est pas fiable. Tu nous as ramené Fran Garcia. Fran Garcia, ça joue au Celta Vigo, pas plus haut. C'est pas du niveau du Real Madrid, ça. Donc pour moi, tout ça dans l'effectif fait que tu prends tout ça. Les choix de Pérez, l'affaire Mbappé, c'est trop pour l'effectif. La perte de Kroos, Modric, qui, même il y a des moments, Modric, moi je me suis dit c'est leur meilleur milieu. Il y a des moments, honnêtement, Malik, je me suis dit, moi demain je suis coach du Real Madrid. Le premier joueur, au-delà de Bellingham, qui pour moi c'est le meilleur joueur du Real Madrid cette saison, Valverde, parce que pour moi ça joue entre lui et Valverde, mais Valverde, il y a une période au milieu de terrain où pour moi c'était en dessous, heureusement qu'il passe sur le côté droit et que c'est bien mieux. Mais hormis Bellingham, le deuxième que je coche sur la feuille des joueurs de champ, hein, bien évidemment, du Real Madrid, c'est Ceballos. C'est Ceballos. C'est un mec qui est censé jouer au Betis Séville. Pourquoi? Parce que c'est le plus fiable. C'est le seul au milieu de terrain, tu connais son poste, tu connais son rôle, et tu sais le rendement minimum qu'il va te donner. Tu sais qu'il va pas te faire un match dégueulasse comme peuvent te le faire Camavinga et Tchouaméni. Bien sûr qu'il peut pas arriver à leur niveau d'excellence, leur niveau de performance maximum. Mais voilà, donc on a beau critiquer Ancelotti pour répondre à ça. Moi j'ai parlé de Pérez, et là on parle de l'effectif. Alors, Ayoub a été très complet. Je vous avoue que je rejoins énormément de ce qu'il dit. Parce que, comme le dit Ayoub, l'aspect où
quand t'as cette fameuse stat qui sort, et des fois les stats, voilà, faut pas toutes les regarder, faut les prendre dans le contexte, etc. Mais je pense que cette stat, elle est plus que parlante. Quand dans le top 5 des joueurs offensifs, je sais plus si c'était les joueurs offensifs ou si c'était les joueurs en général, des joueurs avaient le moins couru en Ligue des Champions. Dans le top 5, t'as 3 joueurs du Real et c'est les 3 joueurs offensifs, Rodrigo, Vinicius, Mbappé, bah tu comprends qu'il y a un problème. Parce que clairement, dans le football de maintenant, même juste avoir un joueur qui court pas, ben ça peut te coûter. Quand les équipes, autant de limite toutes les équipes dans le football de haut niveau partent de derrière. Et je te parle on parle du haut niveau, on parle de la Ligue des Champions. Mais même des équipes en Ligue 1, en Première Ligue, qui jouent le milieu de tableau, ben ils partent de derrière avec le gardien. Et comme on dit toujours, le premier défenseur, c'est l'attaquant. Et quand ton premier défenseur défend pas, bah t'as clairement un désavantage. Et donc il y a cet aspect-là qu'il y a eu du côté du Real Madrid, parce que voilà, Vinicius, on dit qu'il court pas, mais d'un autre côté, Vinicius, des fois il va te faire des presses que certains attaquants vont pas faire, mais c'est des presses choisies, c'est des presses des fois qui c'est juste pour montrer qu'il court. Et c'est vrai que c'est pas mais c'est pas un pressing ciblé et intelligent. Ouais, voilà, exactement. C'est pas la course, on essaie de couper la ligne. C'est la même chose au Real Madrid quand ils voient que les critiques. Ouais, je cours. Ouais, mais t'as jamais récupéré un ballon comme ça, arrête. Exactement. Le faire aussi, parce que même... Non, mais exactement. Mais comme j'ai dit, malgré tout, il arrive sur certains moments à récupérer des ballons grâce à son énergie. Mais clairement, quand je compare par exemple à une équipe qui n'a pas gagné du tout, hein, à Arsenal, Bukayo Saka, Martinelli, on sait qu'ils vont faire les retours défensifs. Sur le premier but que le PSG reprenne, je crois que c'était Thierry Henry qui mettait l'analyse. Saka, justement, au début de match, dans son press pour aller sur Nuno Mendes, il laisse l'axe ouvert. Et sur ce détail-là, ça amène à l'action de but de l'autre côté. Mais ça se fond dans comment le détail du haut niveau fait la différence. Mais quand tu as 3 joueurs devant qui ne font pas ces efforts-là et qui ne pressent pas bien, tu as ce désavantage-là. Donc ça, c'est dû à l'effectif. Ou peut-être dû au coach, Ayoub, certains te diront que c'est au coach de convaincre, de faire en sorte que ces joueurs courent de Nanani. Ça, c'est un autre sujet maintenant sur l'effectif. C'est là où je suis d'accord avec Ayoub, vu que surtout Mbappé apprend le poste de 9, vu qu'il n'avait jamais été réellement sur une saison complète, juste le 9 seul d'une équipe. Maintenant, sur le milieu de terrain. Quand tu dis c'est Ancelotti de faire courir les attaquants, tu parles de quel joueur? Les 3, s'il y en a que un qui court pas, faut que les 2 autres soient convaincus. Ok, d'accord. Mettre déjà un effectif qui presse ou qui redescend à 9, c'est pas suffisant. On l'a vu, parce que Rodrigo faisait les efforts au début, Bellingham aussi. Il y a un moment, Bellingham il faisait l'effort d'être défenseur d'un milieu, d'un attaquant. Il faisait même les appels que Mbappé fait. Je l'ai encore vu le faire en Supercoupe. Bon, Mbappé n'était pas là, mais il faisait les appels. Lui, je veux pas lui en vouloir. Rodrigo, il les faisait. Vinicius, dès que Benzema est parti, il a vu que c'était un peu lui la star, il a arrêté de les faire. Ok? Sur Vinicius, ok, tu peux parler avec lui. Mbappé, il a eu qui comme coach? Il a eu Tuchel, Pochettino, Galtier. C'est qui le premier quand il arrive? Il y a encore Unai Emery, si je me trompe pas. Non. Encore Unai Emery, oui, encore Unai Emery sur la oui. Il fait une saison avec Unai Emery. Ces 4 mecs-là n'ont pas réussi à le faire courir. Je vais pas crier sur Carlo Ancelotti. Et toi, demain, Malik, t'es Vinicius. Déjà, on te ramène Mbappé. Bon, ok, tu l'accueilles bien, on va gagner ensemble et tout. Tu le vois pas courir. Tu vas courir pour Mbappé? Non, clairement, Ancelotti va venir, il va dire, Don Carlo, il va te faire, ouais, Vinicius, voilà, on a besoin de toi, un peu plus d'efforts, au moins juste de revenir, te placer, et même pour les contrats. Tu veux dire, mais pourquoi l'autre, il court pas? Moi, je veux courir pour Mbappé. Moi, j'ai 2 Ligues des Champions, je vais courir pour lui. Tu vas le faire, toi? D'un côté, tu vas le faire. Tu vas pas le faire. Mais d'un côté, pourquoi on presse à ce point, justement, Carlo Ancelotti qui réussit dans les gros clubs? Parce que c'était pas juste au Real Madrid, mais même à Milan. C'est sa fameuse gestion, son fameux management des grands joueurs. Donc, je pense que si on lui presse pour ces aspects où il arrive à des fois, je sais pas, convaincre des joueurs de faire des efforts ou de jouer à ces postes-là, on peut le blâmer, mettre un peu de blâme sur le fait qu'il aurait peut-être pu plus convaincre ces joueurs, même si clairement, comme toi, je mets plus la faute sur les joueurs en question. Pour ça. Vraiment. Non, mais on peut, franchement, on peut, si on est juste et objectif, on peut. Mbappé, c'est un égo.
Tellement. Alors, c'est qui le boss? C'est le coach. Même si le jeu, voilà, on fait passer les joueurs comme les boss, les nanani. Normalement, le boss de l'équipe, c'est le coach. Ancelotti, si juste il met Mbappé sur le banc, où il le mettait pas titulaire alors qu'il était à chier et qu'il avait besoin de le faire sortir pour te ramener quelqu'un pour peut-être gagner un match, s'il faisait ça, il était dehors. Alors qu'avec 3 défaites au Classico, on l'a pas bougé en pleine saison. Donc me dis pas ça. Le mec, il a aussi la pression du mec au-dessus. C'est qui le boss? Le boss, c'est pas Ancelotti. C'est Florent, bien sûr, on sait qui est le vrai boss, mais le boss de l'équipe, dans la théorie, ça doit être le coach. Dans la théorie, mais dans la réalité, c'est Florentino Pérez, Kylian Mbappé est au-dessus de Carlo Ancelotti. Mais si. Mais bien sûr que si. Je suis pas sûr. Mbappé, il vient bouder dans le bureau à Florentino. Comment ça se fait? Ça fait 2 matchs, il me fait sortir à 60e. Pérez, il fait ça. Mais s'il boude trop, Pérez va lui dire, tu vas retourner d'où tu viens, mon ami Mbappé. Tu vas retourner à Paris. C'est moi le patron. Cette saison, vu les conférences de presse où allait un moment, Ancelotti te disait, Vinicius peut jouer dans l'axe, on va mettre Mbappé à gauche, et qui testait Mbappé à gauche et qui voyait que c'était toujours pas bon, il a bien dit en conférence de presse. On n'a jamais vu Ancelotti remettre en cause Mbappé. Bien sûr, c'est bien qu'il lui donne la confiance. C'est important. Ça, je suis d'accord. Mais j'ai jamais vu le sortir pour essayer de gagner un match, alors que je suis sûr, c'est ce qu'il aurait fait, parce que c'est bien de donner de la confiance. Mais à un moment, il faut gagner des matchs. C'est que. Après, c'est une nouvelle recrue. C'est comme dans n'importe quel club qui a un gros transfert, le gros joueur qui vient, il aura quelques avantages. C'est comme ça dans le foot. Pas pendant 6 mois, Malik, arrête. Je sais très bien. Tu le sais très bien, arrête. Tu connais le foot très très bien. C'est bien pour le savoir. Alors maintenant sur la suite, pour pas être trop long aussi sur l'aspect de l'effectif, vu qu'Ayoub a été très long, c'est que comme Ayoub, j'étais en mode voilà, la perte de Kroos est aussi l'un des facteurs, et si pas le facteur le plus important pour moi. Et d'un autre côté, j'étais en mode est-ce que je peux réellement vouloir à Florentino Pérez de pas avoir pris du coup un autre milieu dans le marché? Parce que dans l'autre côté, je me dis, est-ce que c'est pas juste l'aspect où Florentino Pérez et même Carlo Ancelotti avaient cet espoir, avaient cette confiance en les 2 milieux que tu viens de citer, à savoir Monsieur Camavinga et Monsieur Tchouaméni, qui est l'une des raisons qui Ayoub le sait, peut-être pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, que j'aime beaucoup dire quand on dit que l'équipe de France a un noyau exceptionnel, incroyable, etc., qu'il est juste un peu surcoté. Parce que Monsieur Camavinga et Monsieur Tchouaméni, même les saisons d'avant, à chaque fois, je disais, oui, 2 Ligues des Champions, une Ligue des Champions pour l'un, etc. Bravo, sur quelques matchs, Camavinga, il y a 2 ans, contre Liverpool, à Anfield, incroyable, etc. Oui, je suis d'accord avec vous, les gens. Mais est-ce que Camavinga et même Tchouaméni, sur 32, 34 matchs sur une saison, chaque semaine, c'est pour ceux qui regardent tous les matchs, surtout les fans du Real Madrid, est-ce qu'il y a cette constance? Est-ce qu'il y a ce 7 sur 10 limite chaque match? Parce que Kroos, c'était ce qu'il donnait. C'était ce qu'il donnait. 7 sur 10, 7 sur 10, 7 sur 10 chaque match. Et un match, il peut monter jusqu'à 10. Contrairement à ce que l'exemple que tu as dit, Ceballos, qui pourra jamais monter à un 10 à cette période de sa carrière. On sait quel genre de joueur de c'est. On sait que c'est un milieu dans la rotation, un milieu très important quand il rentre dans le match. Mais il atteindra jamais cette excellence. Mais justement, je pense que Florentino Pérez et Carlo Ancelotti avaient ces attentes pour Camavinga et Tchouaméni de prendre ce milieu de terrain, de diriger ce milieu de terrain. Et bosser. Mais malheureusement, on voit que ça n'a pas été le cas. Camavinga, il fait peut-être sa pire saison actuellement au Real Madrid. Mais d'un autre côté, encore ailleurs, moi j'ai une question à te poser. Tu penses pas aussi que c'est l'aspect où peut-être que ce qu'on attend de Camavinga en tant que joueur, c'est-à-dire carrément limite remplacer Kroos, c'est pas vraiment ses qualités primaires, c'est pas vraiment le type de milieu qui doit être. Et c'est pour ça qu'il y a un déséquilibre. Est-ce que justement, Camavinga, avec un milieu plus organisateur, je veux dire un nom qui est bien en dessous, et je ne dis pas ça juste parce que je suis fan de Chelsea, mais par exemple, à Enzo Fernandez, j'ai vu des rumeurs, à Enzo Fernandez qui a cette qualité de passe, qui peut être un peu ce meneur de jeu en retrait, à côté d'un Camavinga, est-ce que Camavinga arrivera à briller à côté d'un joueur comme ça? Tu vois ce que tu as dit sur Pérez, je suis d'accord. J'aime bien critiquer Pérez, mais faut être juste. Pour moi, c'est pas de sa faute. Là-dessus, ça fait des années qu'on dit oui, Modric et Kroos peuvent partir. Ils ont pris Bellingham, ils ont pris lui. On a vu le milieu du Real cette saison se prendre des vagues contre tout le monde. Les grands clubs, comme des clubs moyens, comme même des petits clubs. Donc là-dessus, je suis assez d'accord avec toi. Maintenant, moi, je suis pas d'accord. Bien sûr qu'Enzo Fernandez, pour moi, c'est un profil qui serait très bon pour le Real Madrid.
Maintenant, pour moi, Kamavinga, s'il y en a bien un qui peut être ce joueur, moi je te disais même que je le voyais beaucoup plus en sentinelle, avec Valverde et Bellingham à côté de lui, en poste de numéro 8 pour moi. Et c'est pour ça, je vais faire une transition vers la troisième partie. On parlait de Xabi Alonso, qui devrait être attendu du côté du Real Madrid la saison prochaine. Et encore, je pense que c'était le directeur sportif ou un des managers de Leverkusen qui avait dit que s'il y avait une offre du côté du Real Madrid, enfin, que s'il devait partir cette saison, ce serait pour le Real Madrid. Et moi, je pense que le premier à qui s'en profiterait le plus, c'est Kamavinga. Parce que pour moi, un Kamavinga, c'est un mec qui a des qualités, il est intelligent. Bien sûr, même si je pense que son intelligence de jeu doit être peaufinée, doit être travaillée. Et pour moi, il a toutes les qualités pour faire mieux que Enzo Fernandez et pour être le nouveau, pas playmaker de l'équipe, mais le nouveau... Genre un Granit Xhaka ? Ouais, mais en mieux. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Et il peut être très très important. Bah, peut-être l'a pris l'exemple parfait. Tu vois l'importance qu'a pris Xhaka. On l'a vu faire de très belles choses à Arsenal sur la fin avec Arteta. Mais l'importance qu'il a pris incroyable du côté du Bayer Leverkusen. Je vois Kamavinga faire la même chose. J'espère aussi qu'un Tchouaméni va progresser. Et mon point le plus important, c'est que Xabi Alonso, parce que moi là, quand je pense à Xabi Alonso au Real Madrid, je me dis que si Pérez lui laisse faire ce qu'il veut, pas totalement, on sait qu'il n'aura jamais 100% du pouvoir, et qu'il y a quand même de la qualité dans cet effectif, parce qu'on parle quand même de joueurs du Real Madrid, et même quand on les critique, c'est aux attentes du Real de Madrid. Yes, c'est ça. On sait que c'est pas des joueurs de merde, on sait qu'il y a du niveau, que c'est des cracks, mais on est censé attendre quelque chose de grand. Et avec ces joueurs-là, notamment ceux où j'ai dit que moi j'ai pas vu de progression, si Xabi Alonso arrive à faire ce qu'il veut faire, quand je vois les joueurs qu'il a fait progresser et atteindre des niveaux de malade à Liverpool, avec Arnold qui arrive, pour moi Arnold qui va plus s'incruster au milieu de terrain, je pense Valverde aura plus le côté droit, ce qui est le mieux pour moi. Pour moi, on peut arriver vers une révolution tactique dans cette équipe, et avec l'effectif que tu as, pour moi, on peut voir le plus beau Real Madrid que j'ai sur papier, parce que le meilleur Real Madrid que j'ai vu de ma vie, c'est celui de Mourinho. Après, celui de Zidane, le 11 était à leur prime. Ramos était à son prime, Varane, les latéraux, le trio au milieu de terrain, Cristiano Ronaldo, peut-être Benzema, il a eu un gros prime après, mais il était très très bon et très essentiel dans ce schéma-là, Isco, Bale. Mais sinon, en termes de jeu, pour moi, le prime du Real Madrid, c'est sous Mourinho. Depuis, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu, et même sur Ancelotti la première saison, c'était ce qu'avait donné Mourinho. Ancelotti lui-même a dit on travaillait même pas les transitions, c'est la meilleure équipe sous transition. Parce qu'il a pris les vestiges de ce qu'avait laissé l'entraîneur portugais. Donc maintenant, si Xabi Alonso arrive à faire ça, avec cette équipe de gamins entre 20 et 25 ans galactique, pour moi, on peut arriver vers la meilleure équipe du Real Madrid qu'on ait vue depuis un bon bout de temps. Et qui peut, parce que là il y a une course en Europe qui se relance avec le Barça cette saison, avec le PSG, avec City qui va encore se renouveler la saison prochaine et qui va revenir dans les gros papiers pour la course à la Ligue des Champions. Pour moi, on peut avoir un Real de Madrid énorme. Énorme. Pour moi, on peut avoir un rouleau compresseur, un Kamavinga. Imagine un box-to-box Kamavinga, Tchouaméni ou Kamavinga, Arnold, avec Bellingham juste au-dessus, parce qu'on parle de Florian Wirtz. Pour moi, t'en as pas besoin. Là, oui, il pourra jouer en 10 avec Mbappé et Rodrigo, parce que pour moi, je vais le dire là, parce que pour moi, faut couper la tête d'un des trois. Vinicius, Mbappé ou Rodrigo. Ouais, faut couper. Quand je dis couper la tête, ça veut dire qu'il faut le dégager. Oh, ouais, genre tu veux le vendre, quoi. Oui, pour moi, il y a un des trois qui doit partir. Mbappé, tu peux pas, il vient d'arriver. Et pour moi, celui qui est le plus adapté à jouer avec Mbappé, parce que c'est ton projet, je te dis pas que c'est le mien. Maintenant, dans l'état, dans ce qu'il faut faire, je fais partir Vinicius, plus que Rodrigo. Wow. Même si je pense que c'est Rodrigo qui va partir, vu que c'est le moins star des trois, et que ce sera un Vinicius Mbappé. Mais moi, si c'est à moi de choisir, vu ce qu'il faut faire et qu'il faut bouger un des trois, à choisir, je bouge Vinicius. Ouais, je suis premier degré, c'est pas pour faire du bruit, pour faire des vues. J'aime énormément Vinicius, il méritait son ballon d'or, oui, tout ce que vous voulez. C'est ça. Je le vois moins évoluer dans ce trio offensif, même s'il serait excellent, mais autour d'Mbappé, j'aurais encore des doutes.
Alors que Bellingham, Rodrigo, Mbappé, avec Arda Güler, avec Brahim Diaz, avec Hendrick en supplément, et je pense qu'il va faire énormément progresser même un Brahim Diaz, même un Güler, avec des gros pistons, peut-être Valverde ou Arnold à droite, avec à gauche, tu me ramènes quelqu'un, je sais pas, tu me ramènes ton Grimaldo ou autre. Pour moi, ce serait l'équipe. Ils vont nous remettre là, ils nous ont mis une petite saison blanche pour nous endormir, mais après, ils vont nous remettre une petite domination sur 4-5 ans facile. Alors, c'est beaucoup d'informations. Je ne sais pas vous, viewers, ce que vous en pensez à ce moment, mais je vous avoue que moi, en direct, c'est beaucoup d'informations prises. Je suis encore sur le choc que Ayoub voit Vinicius et pense que Vinicius doit quitter ce Real Madrid. Je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher quel sera le réel de cette vidéo. Je vous mens pas. Peut-être qu'il y en a, ils vont venir sur cette vidéo après avoir vu le réel d'Ayoub. C'était à ce moment-là. Alors, c'est complètement incroyable ce que je viens d'entendre. Je sais même pas ce que j'en pense. Je vais pas vous mentir. Moi, je voulais juste, pendant tout ce que Ayoub disait, c'était que moi, sur Xabi Alonso, voilà, peut-être les gens vont dire vous êtes hypé par une saison invincible, etc. Oui, je suis hypé. Je pense que Xabi Alonso, c'est un grand coach dans le football. Je pense qu'il va réussir au Real. Je pense qu'il fera le boulot. Donc oui, clairement, si le Real peut prendre Xabi Alonso, c'est l'occasion rêvée pour le Real Madrid. Et même pour ajouter sur ce que Ayoub dit, moi j'avais un questionnement qui me disait, c'est que même un Arda Güler qui se retrouve peut-être à jouer dans le milieu, je suis sûr que ça peut très bien donner. Parce que quand je vois ce qu'il a fait avec la Turquie, sa qualité en tant que joueur, les centres, les passes qu'il a, etc. Même Arda Güler, c'est un super joueur qui peut, dans un, entre guillemets, c'est pas un joueur de système du tout, mais dans un système où ça fonctionne bien, où ça tourne bien, où tout est pris au détail, un peu comme le système de Xabi Alonso, même si je trouve qu'il laisse quand même assez cette liberté à ses joueurs. Ça peut donner de manière incroyable. Donc moi, j'ai pas beaucoup à rajouter. J'espère pour les fans du Real que Xabi Alonso va prendre. Et même en tant que fan de foot, vraiment, je kifferais voir un Xabi Alonso au Real. Un Xabi Alonso anti-flic Barça. On aurait des classicos, mais encore plus monstrueux, je pense, que ce qu'on a vu en finale de Copa del Rey il y a moins d'une semaine et demie, je pense. Donc non, Xabi Alonso, pour qu'il aille au Real, je suis vraiment pour. Je suis vraiment pour et j'espère que ça va se faire. Je sais pas c'est quoi les pourcentages de change, je sais pas c'est quoi les rumeurs. J'avoue que j'ai pas beaucoup recherché sur ça. C'est Ayoub qui aime bien être dans les coulisses et faire des grandes stories, dire aux gens oui j'ai un scoop pour vous. Et au final c'est juste lui, c'est ce qu'il pense qui va arriver, mais ça arrive vraiment arrête, pas. Arrête. Donc, non là tu décrédibilises mon travail de journaliste. Je vais te frapper. Tu sais très bien que j'ai des vraies infos. Arrête. En plus tu décrédibilises le statut. Hein. Bon, on va couper ça, je crois. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire par rapport à Xabi Alonso. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Ayoub. Pas grand chose, je voudrais en parler plus en profondeur quand il y aura l'officialisation. Je pense qu'on pourrait faire une petite. Ah, pour toi, c'est sûr que ça va se faire? Ah ouais, vraiment, honnêtement, pour moi, c'est logique. Sinon, Ancelotti aurait été viré beaucoup plus tôt. Sinon, les mecs du côté de Bayer Leverkusen, ils en parleraient pas avec autant de légèreté. Et Ancelotti, on sait qu'il part en fin de saison. Toi, tu vois Ancelotti être prolongé et dire... Non, je vois Ancelotti partir, mais je sais pas si c'est vraiment sûr que... Pour moi, s'il est aussi sûr qu'Ancelotti part la saison prochaine et tout, c'est... Parce que Xabi... Et c'est surtout, il est pas parti cette saison en courte saison, parce que déjà, la gifle qu'ils prennent le 4-0 puis le 5-2, normalement, le mec, tous les jours, il est viré au Real Madrid. Tous les jours. Surtout après des... Je rappelle que Rafa Benitez a été viré après un 10-2 ou un 9-2 au Rayo Vallecano. Après, elle n'avait pas fait autant qu'Ancelotti au Real aussi. Oui, bien sûr. Mais Ancelotti aussi, il aurait été viré comme ça. Ancelotti, il ramène la décima. La saison d'après, le Real Madrid, ils sont dans la... Et il joue quand même contre la Juve, en vrai. Ouais, non. Mais la saison d'après, il est éliminé contre la Juventus en demi-finale avec 34 demi-finale. Ouais, mais c'est pour te dire, tu vois. Moi, je critique pas Ancelotti. C'est pour te dire à quel point Pérez peut te virer facilement. C'est saison blanche, mais attends, c'est quelle saison? C'est 2004, c'est la saison où Barça fait le triplé. T'as un Barça exceptionnel en Liga, ils sont derrière eux. Et en Ligue des Champions, on est à ça d'avoir une finale de Classico. Si la tête de Bale et sa grosse frappe touche pas la latte, si Ronaldo a une tête près, elle rentre. Donc, t'avais un Real Madrid largement supérieur à la Juve. Mais saison blanche, t'es viré. Tu vois, donc là, avec les scores, il aurait été viré depuis longtemps. Donc ouais, sûr que Xabi Alonso arrive. Mais j'ai pas l'info, je vais pas mentir. Mais ouais.
pense que c'est clair. Bon. Il vous dit ça là sur YouTube, mais vous verrez sa story dans une semaine. Bah oui, abonnez-vous à mon Insta en plus. Tu veux d'ailleurs, Ayoub, c'est quoi ton point 09 sur Instagram? EL9. Il y a déjà ton Twitter là, mais il est plus sur Insta, Ayoub, je mens pas. C'est la même chose, -EL9 ou .EL9, je sais plus. Écrivez les deux, je suis une star. Non, je rigole. Bon, un grand merci Pourquoi à vous. 9? Pour Karim Benzema. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, parce que j'étais un grand attaquant. Allez, salut Malik Hamad.